Bon, alors oui, Christian m'avait demandé de faire une petite synthèse. Alors on va aller assez vite parce que dans ce topo, il y a beaucoup de choses que vous venez d'entendre et sur lesquelles on va passer FISA. Faut-il avoir peur du méopa? Alors là, je me mets dans la position du soignant. Après tout ce qu'on a entendu, on pourrait se dire effectivement, il y a des limites, il faut faire attention, soit ça ne marche pas, soit c'est toxique pour les collègues, pour soi-même, soit éventuellement on va rendre le patient addict. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir? Alors bon, je vous le dis tout de suite, ma position à moi, vous savez d'où je viens. La réponse à faut-il avoir peur du méopa, je dis non, mais qu'effectivement, non, à condition de bien connaître la façon de l'utiliser, les propriétés du produit et maîtriser son environnement. Alors d'abord, de quoi ne parle-t-on pas dans cette affaire-là? On ne parle pas d'anesthésie au protoxyde d'azote dans un bloc opératoire, on ne parle pas d'inhalation de protoxyde d'azote dans une rêve ou dans une petite soirée d'internat qui est bien organisée avec les collègues anesthésistes. Il n'est pas du tout question de ça. Il est question du méopa qui est prescrit en service de soins pour des soins courants, généralement, vous l'avez compris, pour des patients qui sont les plus fragiles et qui en ont réellement besoin. Ça peut s'utiliser en préhospitalier, vous avez vu dans le film le SAMU, ça s'utilise en service hospitalier. Ça peut même s'utiliser depuis la fin 2009 au cabinet médical, on voit que c'est un petit peu compliqué, mais même au domicile, on a fait un joli film avec Daniel à Angoulême là-dessus, et ça s'utilise dans ces cas-là sur des inhalations qui généralement sont en moyenne de 10 minutes. Hein. Donc on tempère un petit peu la dose dans tout ça, c'est important, et on limite les doses cumulatives. Alors ce produit, il a quand même une longue histoire. Hein, c'est pas, enfin, je veux dire, on s'intéresse à ces problèmes maintenant, mais enfin, ça fait quand même plus de 200 ans que ce truc-là est utilisé. Le premier qui en particulier a montré son efficacité et puis s'est vraiment intéressé, c'est un dentiste à qui on a lui-même enlevé, s'était fait retirer une dent avec du protoxyde. Il a trouvé ça tellement efficace qui a voulu l'utiliser pour ses patients. Et puis surtout, je parle sous le contrôle de Daniel, dans les années 2000, il y a eu énormément d'études de cohorte qui ont montré l'efficacité et le caractère sûr et sécuritaire de ce produit-là pour les patients, ce qui nous met plutôt en confiance vis-à-vis du produit. Et par ailleurs, il a un service, un SMR, un service médical rendu, qui est jugé important par la commission de transparence. Alors bon, donc vous le savez, un analgésique, sédatif, anxiolytique, l'effet dissociant, donc ça marche bien avec l'hypnose. Sécurité du patient, le réflexe laryngé est préservé, donc on n'a pas besoin d'être à jeun. Surtout, on peut faire une délégation de soins à condition d'organiser les soins dans le service avec un protocole. Donc les infirmières peuvent l'utiliser pour des soins douloureux de tous les jours. Et puis surtout, ce produit-là, il est quand même idéal pour la douleur provoquée par les soins. C'est un produit qui agit rapidement, qui est réversible, qui rend le soin facile à faire. Donc on gagne en qualité du soin, on gagne en efficience du travail pour le soignant. Et vous l'avez vu avec nos collègues de pédiatrie, on peut éviter au maximum la contention pour les enfants qui est délétère. Et donc c'est pour ça qu'à juste titre, il a été mis comme produit de référence dans les recommandations AFSAPS 2009 sur la prise en charge médicamenteuse de la douleur aiguë et chronique de l'enfant. C'est donc le produit de référence. Alors les indications, on les retrouve en pédiatrie, aux urgences, dans les services hospitaliers, en imagerie. La liste n'est pas limitative. Je vous ai mis plein d'exemples sur la droite avec des petits points de suspension. Je ne reviens pas là-dessus, vous savez ça. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas à faire, enfin je veux dire, on n'utilise pas le méopa comme on est, enfin c'est pas une utilisation foraine qu'on propose, hein, on est bien d'accord, il s'agit d'un médicament qui a des contre-indications, un surdosage à éviter. C'est un médicament donc qui est prescrit, pour lequel il existe, il y a une AMM qui est détaillée à la NSM, il y a une notice. On évite le surdosage pour les histoires de vitamine B12 en particulier, qui ont déjà été traités. Et surtout, on trace son utilisation dans le dossier médical du patient. C'est important, c'est ce qui permet justement de contrôler cette histoire de surdosage. On fait attention, évidemment, on forme les soignants à l'utilisation parce qu'il y a du matériel à manipuler correctement, que ce soit au niveau du stockage, au niveau de la manipulation des bouteilles, au contrôle du remplissage avant de faire une inhalation. On ne commence pas une inhalation de méopa avec une bouteille vide dont on n'aurait pas vérifié le remplissage. On utilise correctement les systèmes d'inhalation et de masque en fonction évidemment de ce qu'on a. Et puis surtout, on ne se lance pas avec le méopa dans des choses qui sont pas de son ressort. Il y a des choses qui font trop mal et évidemment,
il est inefficace sur des non-indications. On a vu que l'effet n'était pas prédictible. Il y a moins de 10% d'effets indésirables, mais vous voyez que ce sont quand même des effets indésirables qui restent gérables. Hein. Peut-être la sédation profonde qui peut poser problème, mais l'auto-administration, on l'a vu dans le film, est une façon de... Pardon ? Et qui est réversible, bien entendu, hein, dès que... Donc après, il y a ce problème d'exposition professionnelle qui est quand même en lien avec une exposition soit chronique et ou massive, avec les problèmes d'anémie mégaloblastique et de polyneuropathie périphérique, mais là encore, à des doses qui sont vraiment des doses importantes qu'on doit pouvoir contrôler. La tératogénicité, a priori, ne semble pas être rencontrée. Et donc la discussion porte, il est vrai, sur le problème de la fertilité, des avortements spontanés. Et comme le disait Jean tout à l'heure, ce qu'on en sait, c'est à partir d'études qui malheureusement ont des biais, parce que soit les doses dans les études animales sont des doses vraiment qui sont largement au-dessus de ce qu'on recommande d'utiliser pour des soins courants en service. Soit on est dans un contexte où il y a des mélanges de gaz pour les blocs opératoires, c'est les gaz d'anesthésie, ou alors chez les dentistes, les autres facteurs confondants que peuvent être comme par exemple le mercure, vous savez qu'il y en a plein, à une époque on utilisait mercure dans les amalgames, ou l'oxyde d'éthylène qui en matière de produits gênant la fertilité et étant cancérigène se pose là quand même, hein, ça sert à stériliser des matériels. Et puis évidemment, le caractère rétrospectif sur questionnaire qui pose des biais méthodologiques, évidemment. Voilà. Donc en clair, on a un gros manque de données pour ça. Mais la discussion existe, il y a effectivement des choses qui sortent. Alors il va falloir limiter au maximum l'exposition indue des professionnels, mais limiter l'exposition indue des professionnels, à notre sens, ça ne veut pas dire ne plus utiliser le méopa. Hein, donc c'est limiter l'exposition au maximum pendant la réalisation d'antalgie. C'est la deuxième partie de la phrase qui est importante, parce que derrière, on a quand même des patients qui ont mal et pour lesquels il va falloir trouver une solution. Alors, je ne reviens pas là-dessus, ça j'avais pris à Daniel qui nous avait préparé ce petit truc-là, la circulaire à 25 ppm qui malheureusement n'est pas une circulaire sur 8 heures, donc on a du mal à comparer avec les chiffres internationaux. C'est le même tableau, on est allé sur les mêmes sites, hein. Vous voyez que c'est très disparate. Il y a des collègues médecins du travail, tu les connais peut-être, Jean, à Marseille, qui avaient... on trouve ça sur Internet, hein, ce topo, qui... j'ai pas trouvé de publication, alors on trouve le topo, le PDF sur Internet, qui montre une étude qui avait été faite à la Timone dans plusieurs services. On voyait qu'il y avait des circonstances d'utilisation qui étaient très très variables, avec des types de patients très différents, des types d'actes qui justifiaient l'usage du méopa qui étaient très différents aussi, des locaux différents, des moyens de prévention variables, et puis les pratiques des opérateurs ne sont pas les mêmes. Mais par contre, eux, ils s'étaient attachés à essayer d'avoir une exposition moyenne sur 8 heures. Alors, le tableau dont on dispose, c'est celui-là, avec une exposition vraiment, une situation à problème qui est celui de la pédiatrie, les urgences enfants, où on voit qu'on a une valeur moyenne d'exposition en ppm qui est montée à 63, mais il se trouve que, vous voyez, dans la petite case jaune, là, il n'y avait pas de ventilation dédiée et la pièce était borgne. L'autre situation avec un taux élevé à 18,9, c'était l'odontologie, avec là encore une utilisation pluriquotidienne du méopa. Il n'y avait pas de ventilation dédiée, mais par contre il y avait une fenêtre. Vous voyez quand même que la présence de la fenêtre change déjà un petit peu la donne. Et là, ce tableau, juste pour vous montrer comment les VME ont été calculés, a priori sur deux prélèvements. Alors je ne sais pas si tu valides ce genre d'approche, Jean, mais en tout cas, il y a deux prélèvements, un sur un premier patient, un sur un deuxième, et la moyenne des deux qui est réalisée. Bon, ça vaut ce que ça vaut, je ne commente pas. Et c'est pour vous donner des ordres de grandeur et de voir un petit peu ce qui existe à côté. Alors, après, il y a quelques études. Forcément, je ne présente pas tout, hein, c'est un exemple. Là, ici, c'était dans un département d'urgence, des urgences pédiatriques à Zurich, en Suisse, où les chercheurs s'étaient intéressés à... D'une part, l'exposition qui était, semble-t-il, en deçà des normes suisses, qui sont sur les valeurs de courte durée, vous avez vu dans le tableau, sont à 200, mais pour des expositions de courte durée. Et donc là, ils avaient essayé de mesurer le retentissement de l'exposition au méopa des professionnels sur le taux de vitamine B12. Et il se trouve... alors, ils ont comparé les personnels des urgences pédiatriques avec les personnels de la réa qui était juste à côté.
Alors, outre le fait que les personnels de réa étaient plus jeunes que les personnels d'urgence pédiatrique, il se trouve, contre toute attente, peut-être, je ne sais pas, que d'abord, il n'y avait pas de différence sur les taux de vitamine B12 et qu'en plus, les pédiatres avaient des taux d'hémoglobine significativement plus élevés que les réanimateurs. Je ne sais pas ce qu'on peut en conclure. Voilà, donc la conclusion, c'était qu'a priori, il n'y avait pas de retombées. Voilà. Et puis, on a la publication de Jean Passeron, qui est ici avec ses collègues, qui, dans ce numéro de fin 2016, reprend évidemment toute cette problématique, qui a été un petit peu à l'origine de cette petite session d'aujourd'hui, de notre rencontre à la SFETD, où on a pu déjà commencer à débattre de ces problèmes d'exposition professionnelle. Mais moi, ce que je retiens, outre effectivement tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, c'est effectivement tous les moyens de prévention qu'il faut quand même garder à l'esprit, je pense, parce que ça paraît tout à fait licite, à savoir, alors, substitution, suppression du méopa. Moi, je dis que c'est quand même difficile à envisager pour la plupart des soins. Puis, vu les apports en matière de prise en charge de la douleur des soins que ce produit nous donne. Par contre, s'organiser correctement pour réduire le nombre de personnes exposées, je pense en particulier à la pièce où on ferait les sutures dans des urgences pédiatriques, me paraît tout à fait licite. Réduire la durée d'exposition quand c'est possible, ça revient un petit peu au même. Réduire les fuites de gaz, avoir du matériel adapté dans la mesure du possible, là encore oui. Évacuer les gaz, même si c'est très difficile d'avoir un système d'extraction, a fortiori de destruction, parce qu'on est dans des locaux qui n'ont peut-être pas été prévus à cet usage initialement, et que l'architecture étant ce qu'elle est, il faut s'adapter. Pour autant, on ne va pas non plus laisser les enfants avoir mal, pour la pédiatrie, mais c'est valable pour les adultes. Donc la ventilation joue, là vous avez vu la présence de la fenêtre, ça pouvait déjà être intéressant. Les contrôles de l'atmosphère, rien n'empêche effectivement qu'on se soucie du problème et de vérifier qu'on est dans la meilleure pièce possible pour utiliser le méopa dans un service d'urgence pédiatrique, puis évidemment former les personnels. En ce qui concerne l'addiction, donc ça c'était la petite, pour revenir sur notre discussion de tout à l'heure, donc enfants comme adultes, 9 cas liés au proto, 8 au méopa entre 2013 et 2016, ça fait quand même pas beaucoup. Il se trouve que Caroline Victory Vigneault, elle est responsable du CUIP-A à Nantes, qui est nationalement le centre de pharmacovigilance et addictovigilance pour le protoxyde d'azote, qui, dans le cadre du méopa, est soumis à un plan de gestion des risques par la NSM, et donc il y a régulièrement, évidemment, des topos, et c'est ce qui nous permet d'avoir ces petits chiffres. On peut trouver les comptes rendus de séance sur le site de la NSM. Bon, le piège de la pseudo-addiction, on ne revient pas là-dessus, et puis surtout, la question qu'on peut se poser, nous, est-ce qu'en donnant du méopa à nos patients, est-ce qu'on risque de les rendre addicts au proto, tel qu'on le voit dans les faits avec... Voilà, bon ça, franchement, le lien est quand même pas fait, Voilà. Pour l'impact environnemental, on avait parlé du potentiel de réchauffement global, le PRG. Donc ça, je trouve ça tout bêtement sur Wikipédia. Donc vous voyez qu'effectivement, le protoxyde d'azote dans la case rouge, là, ça pose évidemment un problème, parce que c'est un truc qui... Donc, la même quantité de gaz, donc protoxyde d'azote, sur une échéance de 100 ans, va réchauffer un potentiel de réchauffement de la planète qui est 300 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Donc c'est quand même une donnée à prendre en compte qu'il faut connaître. Sauf que, comme l'a dit Daniel, ça vient principalement de l'agriculture et des vaches, et puis surtout des intrants nitratés qu'on met dans le sol pour les engrais, et a fortiori dans les milieux humides, il y a un phénomène de respiration microbienne qui relargue du protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Voilà. Alors, il y avait une référence en 2001, le N2O d'origine médicale aurait une part de 0,05% de la production annuelle de gaz à effet de serre, pas de proto, de gaz à effet de serre, donc tout compris. Voilà, avec malheureusement aussi un problème de demi-vie, c'est une demi-vie de 150 ans, donc c'est un truc quand même qui reste longtemps, il faut y penser. Alors, moi je suis bien embêté, on me demande de faire après... C'est moi qui passe à la fin pour savoir s'il faut avoir peur ou non et prendre la décision. Alors, je me suis entouré de certaines précautions et de références, sinon je ne serais pas venu laisser cet exposé-là. Donc, j'ai pris le code de déontologie. J'ai regardé ce qu'il y avait dedans, à nouveau. Il y a une édition 2017 avec à chaque fois des articles qui sont en lien avec des articles de loi, puisqu'ils sont dans le Code de santé publique, donc les deux sont quand même assez liés. Le médecin s'engage à assurer personnellement aux patients des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science. Il me semble que c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Et alors,
pour vous dire que c'est bien, ce que je vais vous dire, c'est ma lecture à moi du problème, mais vous pouvez avoir la vôtre, parce que l'article 69, c'est l'exercice de la médecine est personnel. Chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. Bon, comme ça, je suis couvert. Alors, l'article 37. En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par les moyens appropriés à son état et de l'assister moralement. Cet article a été renouvelé dans le Code de la santé publique il y a moins de 2 ans. Donc moi j'estime que compte tenu de ce qu'on sait sur la toxicomanie induite par le protoxyde d'azote et sous la forme méopa, là encore j'insiste, sous cette forme-là, donc prescrite, par rapport au confort du patient, mon estimation à moi c'est que l'effet sur le patient doit l'emporter côté confort, qui me paraît évidemment peser bien plus dans la balance. Renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui paraissent inutiles ou disproportionnés, est-ce que doit remettre en cause le confort du soignant, c'est sa facilité à faire les soins par rapport à l'exposition professionnelle? Alors là, évidemment, c'est peut-être un petit peu plus difficile, hein, c'est là où on doit motiver les gens. Ceci dit, vous avez vu, on a quand même des informations qui sont quand même beaucoup plus sûres d'un côté que de l'autre. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas renforcer les études sur l'exposition professionnelle ou autre, mais en tout cas, vu ce qu'on sait maintenant, en l'état actuel des choses et vu les enjeux médicaux de la douleur, je considère que l'effet sur le soignant l'emporte pour le côté confort soignant. Donc ça fait pencher la balance encore un petit peu plus. Je suis de parti pris, hein, vous avez compris. Alors, utiliser le méopa en pratique, l'effet sur la communauté, est-ce que, quand on réfléchit sur la qualité des soins en général et sur ce que ça apporte en termes de pollution environnementale, là encore, hein, vous avez vu, hein, il y a quand même des enjeux, et Daniel l'a soulevé, hein, côté agriculture. Bon, vous voulez peut-être, je ne vais pas parler du changement de modèle productiviste agricole, je suis incapable de le faire, c'est un autre sujet, mais a priori quand même, on a des bras de levier aussi ailleurs, bien plus puissants pour lutter contre l'environnement. Et est-ce qu'on doit tout remettre en cause sur la douleur des soins vis-à-vis du méopa à cette aune-là? Je n'en suis pas certain. Donc je l'ai mis encore du même côté. Après, en ce qui concerne les obligations légales, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire des choses interdites, on a d'un côté une directive DGS qui date de 85 et qui a été mise en place pour une problématique de bloc opératoire, d'anesthésie avec des inhalations longues et répétées. Et de l'autre côté, on doit quand même, vous avez vu, soigner nos patients et alléger leurs souffrances. Alors ça nous met évidemment, nous soignants, en face là encore d'un autre dilemme. Personnellement, je préfère qu'on me reproche d'avoir soulagé les patients plutôt que d'être passé à 26 ppm. C'est ma vision des choses. Alors, utiliser le méopa en pratique, vous avez vu que j'ai tout mis du côté de oui, il faut utiliser le méopa en pratique. Et on va l'utiliser d'autant plus, et on va faire pencher la balance d'autant plus de ce côté-là qu'on aura identifié, pris en compte et eu la volonté de traiter la douleur provoquée par les soins. Quant à ce que, à l'autre côté, on l'allègera d'autant plus qu'on aura pris les mesures de prévention ad hoc, suivi les règles d'usage et de sécurité pour renforcer évidemment ce choix. Alors après, pour finir avec un petit peu de petit rappel historique, dans les années 1500, un Suisse dont je serais bien incapable de vous donner le nom complet, mais qui avait un surnom, qui c'était Paracels, qui était le premier, comme il avait utilisé sur des lésions vénériennes syphilitiques, était le premier à utiliser des onguents à base de mercure, et il avait été le premier à comprendre que quand on réduisait vraiment la dose, on pouvait avoir un effet curatif et pas toxique. Et donc il avait eu cet adage, c'est la dose qui fait le poison. Alors c'est peut-être pas valable pour tous les produits, Jean, hein, parce qu'on a les perturbateurs endocriniens. Je sais bien que ça marche pas dans ces cas-là, mais par contre pour le protoxyde d'azote, on peut peut-être essayer de garder cette notion. Surtout que vous voyez que on en parle à l'hôpital, mais enfin, quand on se balade dans les champs, dans des petits paysages qu'on connaît bien, finalement, on ne sait pas ce qu'on respire. Hein. Voilà. Alors, en l'absence de Bénédicte Lombard, je ne vais pas détailler plus cette diapo. Hein, c'est peut-être elle qui pourrait nous mettre sur le chemin. Mais en matière de réflexion éthique, il ne s'agit pas évidemment d'avoir des valeurs subjectivement les plus motivantes, c'est l'opinion, ça, mais plutôt d'essayer de justifier rationnellement notre action. D'identifier les bonnes raisons qu'on a d'agir et puis surtout de faire en sorte que ça soit acceptable par tout le monde. À chacun de discuter et d'échanger sur la question. Merci.